Bonsoir à tous, bienvenue dans Buenos Aires Calcio. Ce soir, c'est lundi, c'est le lendemain des journées de championnat qui ont été très mouvementées. Partout en Europe, dans les grands championnats. Et puis, ce soir, j'avais envie d'aborder avec vous quelques petits sujets, parce qu'il commence à y avoir... là, on arrive à la trêve internationale. C'est la première trêve internationale, 2 semaines sans football de haut niveau, hein. Il va y avoir les matchs internationaux, donc autant vous dire que le foot de haut niveau s'arrête. Hein, on n'est pas super bien lotis avec les matchs internationaux. Donc effectivement, salut Okotonujo, merci d'être là, bonsoir. On va passer 2 semaines un petit peu compliquées au niveau footballistique, hein, parce que le football. Le football de sélection, ça pique les yeux quand même quand on passe du championnat, des 4 grands championnats au football de sélection, ça pique vraiment très très fort. Donc ce soir, je voulais faire un petit bilan et puis vous faire part de mes réflexions quant au on va dire aux tendances qui se dégagent un petit peu dans les championnats. Donc, je voulais aborder 3 clubs, mais on va aussi parler des championnats, hein, vous en faites pas. Et puis, encore une fois, n'oubliez pas, Buenos Aires Calcio est là pour les digressions. Si vous avez envie de parler d'autre chose, n'hésitez surtout pas à aborder le sujet avec moi. C'est avec grand plaisir que j'en parlerai. On va commencer par ce soir, ça s'appelle les tendances en Première Ligue, Serie A et Bundesliga, d'accord. On va pas parler des autres championnats ce soir, mais on en fera d'autres. Il y a Okotonujo qui pense à Negmaron, hein, on fait le bilan calmement. On se remémorant chaque instant, etc. Ouais, je vais pas commencer à chanter, mais c'est absolument ça, on fait le bilan calmement. Donc voilà. Donc on va parler en Première Ligue, on va commencer avec Arsenal, et moi je pense que Arsenal ne sera pas là, je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite en Serie A, on va aborder l'Inter, objectif 2e étoile, parce que je les vois gros comme une maison, et en l'occurrence, s'ils gagnent ce championnat, ils passeront à 20 championnats, et ils pourront arborer une 2e étoile sur leur maillot. Donc voilà, tout comme le Milan d'ailleurs, qui est aussi à 19 championnats. Celui qui gagne cette année, entre le Milan et l'Inter, passe à 2 étoiles. Donc l'année dernière, c'était Naples, donc ça n'a pas eu lieu. Est-ce que cette année, il y a quelqu'un qui passera à 2 étoiles? On verra, mais en tous les cas, je pense. Et enfin, la fin du Neverkusen au Bayern. Donc vous savez, le Bayer Leverkusen qu'on appelle Neverkusen. Donc voilà. OJCRM, bonsoir, comment ça va? OJCRM qui nous dit bonsoir à tous, on me dit que Dalot est toujours par terre. Ouais, effectivement. C'était ouais. Bon bref, c'est comme ça, c'est le foot, hein. De temps en temps, faut un petit peu comment dirais-je, surjouer pour obtenir l'attention du corps arbitral, que ce soit de la VAR ou que ce soit du corps arbitral sur le terrain. Donc voilà, donc c'était ça l'objectif de Dalot, il a réussi, plus ou moins. donc voilà. Donc oui, je voulais revenir sur Arsenal qui sera pas là. Pourquoi ? Parce que en fait, depuis le début de saison, Arsenal, oui, si on regarde statistiquement, ou plus exactement en termes de points, effectivement, Arsenal est là, on va dire. Ils sont dans la tête du championnat. Donc voilà, ils sont 5e, ils sont à 2 points de Manchester City, qui est la seule équipe à avoir gagné ces 4 matchs. Non, pas du tout. Si, c'est ça, oui, c'est 4 matchs, excusez-moi. Donc voilà, Arsenal a eu un petit creux gentil, on va dire, hein, contre Fulham, donc c'était pas fou, ils ont fait un 2-2. Mais finalement, en fait, si on regarde un petit peu tous les matchs d'Arsenal depuis le début de saison, hein, Nottingham Forest, qui gagne 2-1, Crystal Palace, où ils vont s'imposer à l'extérieur 1-0, donc Fulham, où ils font 2 partout à la maison, et enfin Manchester United, hier, où ils gagnent 3-1, mais dans quelles circonstances ? En fait, il n'y a pas de maîtrise. J'ai l'impression que le Arsenal de l'année dernière, qui avait énormément de certitude, qui avait un jeu très flamboyant, qui dominait allègrement ses adversaires, en fait, a été, je sais pas, ébranlé peut-être par la défense, hein, par la défaite du titre
la saison dernière. Et effectivement, peut-être que, je sais pas, ils se sont... Okutonujo qui pose une question quand même, c'est qui le leader en PL? C'est Manchester City, donc avec 12 points. Suivi d'un espèce de groupetto avec 10 points chacun de Tottenham, Liverpool, West Ham et Arsenal. Hein, donc voilà. Mais, et c'est là où c'est intéressant de comparer ça, c'est-à-dire que Arsenal, je trouve, n'a encore une fois la victoire hier contre Manchester United est un peu en trompe-l'œil, hein, c'est une victoire acquise à la 92e et à la 96e minute du match, jusque-là ils étaient un partout, c'est d'ailleurs Manchester United qui ouvre le score, et effectivement, c'est un Manchester United souffreteux, hein. Manchester est dans les bas-fonds du classement de Premier League. Et franchement, n'a pas un jeu du tout flamboyant. Et pourtant, hier, Manchester a posé des problèmes à Arsenal. Donc c'est aussi pour ça que moi, personnellement, je suis pas convaincu. Je les ai pas vus bons, ni contre Fulham, ni contre Nottingham Forest, ni contre Crystal Palace, ni encore une fois contre Manchester United. Même si contre Manchester United, il y a eu des périodes de domination. En fait, même dans tous les matchs, hein, il y a des périodes de domination. Il y a aucun problème. Mais en l'occurrence, c'est vrai que c'est pas une domination. Enfin, c'est une domination qui est plutôt stérile en fait. Même leurs attaquants, hein, les Martinelli, etc. Bon, alors Gabriel Jesus est en phase de reprise, mais leurs attaquants ne sont pas décisifs en tous les cas. Ne trouvent pas le cadre, marquent pas de but, etc. Donc c'est assez compliqué. Bref, j'ai pas l'impression qu'Arsenal cette année va pouvoir lutter pour le titre comme l'année dernière. Je pense que ça va s'arrêter très vite. Alors est-ce qu'ils seront dans les 4 ? On va voir parce que on a des belles surprises. Déjà, on a un peu Liverpool qui s'est réveillé. J'avais dit que Liverpool c'était peut-être un petit peu court. Liverpool, je trouve, a retrouvé, lui, son rythme de croisière un petit peu. Ça recommence à devenir intéressant. Sa victoire 2-1 contre Newcastle à 10 contre 11 a été un vrai déclic. Et puis, hier, je sais plus, oui, je crois que c'était hier, sa victoire ou avant-hier. Sa victoire 3-0 contre Aston Villa a été vraiment une victoire maîtrisée, etc. Et Aston Villa est une bonne équipe depuis le début de saison. Donc, je pense que voilà, Liverpool est bien dans le game. Alors, est-ce que ça sera suffisant pour aller lutter pour le titre? Ça, je ne sais pas. Mais ils sont, en tous les cas, je trouve, à un autre niveau que l'année dernière. Le seul bémol, c'est quand même Van Dijk et puis Alexander-Arnold que je trouve vraiment très très faible en défense. Les deux, pour moi, sont vraiment deux points faibles. Ce qui est bizarre, c'est que Arnold, en revanche, en attaque, est plutôt un point fort. Donc, en revanche, Van Dijk, j'arrive pas à trouver deux points forts. Donc, voilà. Au JCRM qui dit, sinon rien à voir, mais les arrêts de jeu, c'est du grand n'importe quoi entre Arsenal qui marque à la 100e minute et Porto carrément après 22 minutes d'arrêt de jeu. Oui, alors effectivement, mais enfin voilà, effectivement maintenant c'est du temps de jeu effectif. Donc dès que le ballon n'est pas en jeu, les arbitres partout en Europe coupent le chrono. Donc effectivement, en temps effectif, on va gagner beaucoup de football. Donc voilà, il y avait des matchs qui étaient très hachés, où finalement, en temps de jeu effectif, on était à 45-50 minutes. Là, maintenant, on va quand même se rapprocher des 80 minutes, 75 minutes de jeu effectif. Donc voilà. Pipovici, bonsoir, bienvenue à toi, hein, ça fait plaisir que tu reviennes. Toujours un plaisir que tu sois là. Donc voilà. Alors, Newcastle, ils ont du mal encore. Effectivement, alors Newcastle, justement, parlons-en. Si on dit que Arsenal ne sera pas là, Newcastle, là, ils font un début de championnat qui est absolument horrible. Ils avaient pourtant bien commencé, on va dire, avec une très très belle victoire contre Aston Villa 5-1. C'était assez impressionnant. Tonali avait fait un super match. Et ensuite, ils rencontrent, c'est vrai, alors ils rencontrent Manchester City, Liverpool et Brighton. Alors on s'attendait quand même à ce que contre Brighton, ils tiennent leur niveau de favoris du championnat d'Angleterre. Malheureusement, ça n'a pas été là.
Ils se sont fait déglinguer par Ferguson qui a marqué un triplé. Donc voilà, Newcastle n'est pas là, Manchester United n'est pas là, mais en revanche, il y en a un qui est bien là et qui est de plus en plus là. Et peut-être ça va être le trublion, un petit peu comme Arsenal la saison dernière, ça va être Tottenham. Tottenham qui joue très bien au football, qui a des super résultats pour l'instant, et effectivement dont on a l'impression que le départ de Harry Kane a libéré. Donc voilà, Brighton avait eu un coup d'arrêt, et il est très possible que il reste aussi dans le top 4, ce qui fait que, honnêtement, le top 4 peut se comporter comme Manchester City, Tottenham, Liverpool, et peut-être un Brighton ou un West Ham, West Ham qui est très impressionnant depuis le début de saison. Et donc Arsenal, voilà, ça va être peut-être un petit peu compliqué pour eux d'intégrer le top 4 cette année, parce que je trouve que West Ham et Brighton sont au-dessus d'Arsenal cette année, Liverpool aussi, Tottenham aussi, Manchester City aussi. Donc voilà, il y a un beau Big Six, Big Five, on va dire, en Angleterre, qui est un petit peu supérieur à Arsenal, Manchester United, Newcastle, Chelsea, tous ces très gros clubs qui, pour l'instant, passent vraiment à côté de leur début de saison. Alors, est-ce que la trêve va leur faire du bien? Je suis pas sûr, parce que ce sont des clubs qui ont énormément d'internationaux, donc je suis pas sûr que ça va leur faire du bien, mais bon. Il y a le cool break aussi. Oui, c'est vrai que le cool break aussi, ça aide pas pour le temps du match, parce que forcément tout le monde boit des trucs. Mais bon, en Angleterre, je te rassure, il n'y a pas de cool break pour l'instant. Limite, il y a pas de cool break. Ils n'ont pas de problème de chaleur. Au JCRM qui dit Brighton, quel match de dingue, l'équipe qui m'a le plus séduit en Europe avec Ansu Fati qui arrive. Alors, ça c'est vrai, c'est une super équipe, ça joue super bien au foot et tout. C'est top. Après, Ansu Fati, je suis pas sûr qu'il amène vraiment quelque chose. Je me demande s'il est pas cramé. Donc on verra. J'espère pour lui qu'il va se relancer à Brighton. Peut-être que De Zerbi va en faire quelque chose, mais voilà. Okutonujo, peut-être enfin un titre pour Tottenham. Non, ça je crois pas. Je suis désolé Okutonujo. Je pense que ce serait bien déjà qu'il termine dans les 4. Ça fait un petit moment que ça leur est pas arrivé. Donc voilà. Donc c'est bien. Enfin l'année dernière ils y étaient pas quoi. L'année d'avant ils y étaient. Déjà s'ils terminent deuxième ou dans les 4, c'est déjà pas mal. Je pense que ça va être très compliqué. Après, allez savoir. Mais bon, l'Angleterre, ça va être très disputé comme l'Italie cette année pour les 4 premières places. Effectivement, je suis d'accord. Enfin voilà, en tous les cas, je voulais partager mon point de vue sur Arsenal. Je pense pas qu'Arsenal l'y soit cette année. Ça va même être compliqué pour eux d'être dans les 4. On verra bien à la fin de saison. Mais je les sens beaucoup moins dominateurs et beaucoup moins sûrs de leur football, alors que finalement leur effectif n'a pas énormément changé. Il y a juste Kai Havertz qui s'est intégré là-dedans. Donc voilà. Bon, après cette victoire contre Manchester United, est-ce que ça va être un espèce de déclic? Mais ça change pas que United est faible depuis ce début de saison. Donc voilà, on verra bien. On verra bien. Justement, Pipovici, tu parlais une Carabao Cup. Ouais, peut-être pour Tottenham, je pense que tu parles au Okutonujo. S'ils gagnent un titre, déjà, ce sera toujours l'infini de plus que ce qu'ils ont pour l'instant. Donc c'est bien. C'est n'importe quoi. Une Gambardella, le tournoi de la pétanque du village vacances Fram, n'importe quoi, c'est toujours 100 fois, qu'est-ce que je raconte, l'infini de mieux que ce qu'ils ont à l'heure actuelle comme titre. Donc tout va bien. En Angleterre, faut parler de la bouillie de foot que je me suis tapé avec Chelsea. Justement, au JCRM, j'ai décidé de pas en parler. Parce que Chelsea, pour moi, là, c'est un peu... Il est rentré dans la case Paris Saint-Germain, c'est plus un club de foot. Je sais pas ce que c'est. C'est un gars, il se tape un délire football manager mixé avec Sorare, mais c'est pas un club de foot. Donc voilà, je sais pas. Et un FIFA fut. Voilà, c'est un truc dans le genre. Donc je sais pas, pour l'instant ils improvisent là. Là les mecs qui sont à la tête de Chelsea, il y en a aucun qui est compétent, qui sait ce qu'il fait, etc. Donc il y a rien à dire de Chelsea. C'est plus un club de foot. Donc on verra, peut-être que dans quelques mois ça ira mieux, mais bon. Voilà. Okutonujo qui rigole, donc, et la Audi Cup, ils ont déjà. Ouais, ça c'est possible. La Audio Cup. Ouais, peut-être. Au JCRM, ce week-end, entre Marseille, Chelsea et la Juve, niveau bouillie, j'étais servi. C'est vrai que toi, t'as fait fort. Toi, en ce moment-là, t'es sur un... Et attends, parce que le Real, c'était pas non plus une domination incroyable contre Getafe. Voilà, ils se sont même plutôt fait marcher dessus. Il a fallu un but un peu pas miraculeux, mais en tous les cas, de la dernière minute de Bellingham. Donc bon, voilà. Alors, parlons un petit peu de l'Italie.
L'Inter a fait une très très grosse prestation contre la Fiorentina ce week-end, 4-1, ils ont dominé vraiment de la tête et des épaules leur sujet, et c'est vrai que c'est assez, honnêtement, hein, c'est assez inquiétant pour un supporter milanais comme moi, qui doit les rencontrer la semaine prochaine, parce que, oui, d'ailleurs, pas de 4-1, 4-0, il y a eu beaucoup de 4-1, mais c'était 4-0. Ils sont injouables, vraiment, c'est incroyable, parce qu'en fait, on pouvait se dire qu'avec le départ de Dzeko, le départ de Brozovic, le départ de Skriniar, le départ comment il s'appelle, du joueur qui est parti à l'OM, là, j'arrive pas à trouver son nom, mais je sais absolument pas pourquoi. Donc voilà, bah, effectivement, ils s'étaient affaiblis, mais en fait pas du tout. Ils ont gardé vraiment un 11 qui est ultra compétitif, hein, et le départ aussi, le non-renouvellement de Lukaku. Bah, ils ont recruté Marcus Thuram, ils ont recruté Cuadrado aussi, et c'est vrai que ça a fait un très très gros. Bah, ils continuent en fait sur leur fin de saison incroyable. Donc Inter, aucun but subi, et ils ont 3 bancs titulaires. Alors peut-être pas 3 bancs titulaires, mais effectivement ils ont beaucoup de remplaçants de très bonne qualité. Et en plus de ça, ils sont bons, ils ont de l'expérience, ils sont bons dans tous les domaines. Moi, je pense que l'Inter va faire très très mal oui, ils ont Arnautovic en plus qui a été recruté, on va voir comment il va s'intégrer, mais c'est un super... en attaque, Lautaro, Marcus Thuram, Arnautovic, c'est mortel. Ils ont recruté le fantôme de Gossens par Cuadrado, etc. Non, franchement, très très bien. En défense centrale, c'est très bien aussi. Donc voilà. Moi, je pense que l'Inter va vraiment faire très très mal en championnat cette année. Ça va être très compliqué de les empêcher d'aller chercher cette fameuse 2e étoile pour le 20e titre de champion d'Italie. Déjà, et ça fait très mal au cœur. J'espère que... Je vais vraiment voir un petit peu où est-ce qu'on en est, en tous les cas, le Milan et l'Inter, dans 2 semaines après la trêve internationale, parce que bien sûr, il y a un Inter-Milan de feu pour la reprise de la Serie A. Donc vraiment, je vous engage à regarder ce match-là parce que ça va valoir le coup. Milan joue très très bien au foot, l'Inter joue très très bien au foot. Il y a des joueurs vraiment de très haut niveau des deux côtés, ça va vraiment envoyer. Comme tu dis, Pipovici, le derby va être explosif. Alors c'est malheureux perdant un petit peu, hein, parce que pour l'instant le Milan et l'Inter dominent la Serie A en étant les 2 seules équipes à avoir tout gagné depuis le début de saison. L'Inter n'a même pas du tout encaissé de but, donc ça c'est très très impressionnant. J'espère que Milan réussira à remarquer. Et Milan a un fond de jeu qui est vraiment impressionnant, après un changement de système en 4-3-3. Mais honnêtement, je pense que ça va être très compliqué d'aller chercher l'Inter, et je me demande même si cette année, en Ligue des Champions, ils sont pas encore mieux armés et plus équipés, on va dire, mentalement, pour cette fois-ci aller la chercher. Ouais, je pense que les gens vont peut-être être surpris encore une fois par les clubs italiens, parce qu'ils pensent que les clubs italiens étaient là par hasard l'année dernière. Je pense sincèrement pas. Je pense que l'Inter est beaucoup plus fort, le Milan est beaucoup plus fort. Naples, malheureusement, on l'a vu, l'effet Garcia commence à se faire sentir, c'est-à-dire que quand ça tourne pas comme prévu, il y a absolument aucun plan B, parce que de toute façon Garcia, c'est pas lui qui a mis en place ce jeu-là, et de toute façon il sait absolument pas comment rééquilibrer l'équipe pour la faire jouer différemment, parce que en fait les circuits préférentiels qu'ils utilisent à Naples sont les circuits préférentiels de Spalletti. Donc de Spalletti, ce qui fait que en fait c'est voilà. Garcia, la seule chose qu'il sait faire, à la limite, c'est construire un plan défensif, et encore. Donc on l'a vu contre la Lazio, même si la Lazio est on va dire, c'est la 2e fois qu'il gagne d'affilée au San Paolo. Donc voilà. Donc Naples, c'est pas terrible. Enfin, c'est pas que c'est pas terrible, mais c'est bien moins bien que l'année dernière. Surtout que Kvaratskhelia, qui depuis qu'il a rencontré Calabria n'est plus que l'ombre de lui-même. Calabria l'a déglingué. Le triptyque contre le Milan l'année dernière a complètement déréglé Kvaratskhelia. Depuis, il ne joue plus au football. Donc je sais pas ce qui se passe, mais voilà.
Pipo Vici qui nous dit la différence avec l'an passé, c'est que Pioli a cette fois de vraies armes tactiques à utiliser. On va voir comment il va bouger ce 3-5-2. Ouais, bah déjà parce que effectivement, ce qui avait fait de très grosses différences contre l'Inter l'année dernière, c'était justement que ce 4-2-3-1, les deux étaient complètement submergés par les 3 milieux de terrain en face, plus les deux pistons. Et là, effectivement, en 4-3-3, ça va être beaucoup plus équilibré. Le milieu de terrain, déjà, on a des joueurs qui sont beaucoup plus techniques que l'année dernière. Hein. Krunic fait un début de saison absolument délicieux. Reinders, j'en parle même pas. Et Loftus-Cheek amène un impact incroyable. Le gros problème, c'est que Loftus-Cheek a pris un... Enfin, pas pris un jeu... Ah ouais, non, ça va, remarque. Non, j'avais l'impression qu'il avait pris un rouge. Mais non, pas du tout. Il est sorti juste... voilà, il a eu tout à fait raison, Pioli. Mais au milieu de terrain, Loftus-Cheek, Reinders, Krunic, ça peut faire très très mal, même au Barella, Mkhitaryan et Çalhanoğlu. Donc je pense que les milieux de terrain, ça peut rivaliser, mais en attaque, très clairement, ils sont beaucoup plus forts. Nous, ok, on a Leao, mais je trouve qu'ils sont plus complémentaires en attaque. Les Lautaro, Thuram, etc. C'est vraiment, enfin les deux sont ultra complémentaires. Giroud, il a quand même un petit peu, il traîne un petit peu sa chariote, et puis ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire Okafor et Jovic, c'est pas encore au niveau de Thuram, Lautaro et Arnautovic sur le blanc. Donc voilà, je pense que l'Inter est un petit peu au-dessus, mais bon. Mais celui qui est dans la forme de sa vie, c'est Lautaro, il fait peur. C'est clair qu'il fait peur. Il est ultra fort. Lautaro devient un des meilleurs numéro 9 du monde à l'heure actuelle. Il est dans une forme resplendissante. Je pense que, honnêtement, hein, après Erling Haaland, j'ai beaucoup de mal à imaginer un 9, et je parle bien d'un 9, qui soit aussi fort que lui. C'est incroyable. Alors, il y a Lewandowski, mais là, ces derniers temps, il n'est pas dans une super forme. Je trouve que Lautaro a beaucoup plus d'impact et sur le jeu, et puis il a une grinta, il fait mal, en fait. Franchement, les défenseurs, ils sont vraiment en galère avec lui. Donc, voilà. En Italie, le pire est qu'il y a match nul entre les deux Milan et que la Juve gagne. La Juve, première ex-aequo avec les deux Milan. Ouais. Je pense qu'il va y avoir, il va y avoir il va y avoir un vaincu dans ce match-là. Donc voilà. Alors qu'on joue trop mal, oui, effectivement. Ce serait dommage, en fait, que la Juve se hisse en première place alors qu'il joue vraiment pas bien. Mais bon. Et Okutonujo qui rigole sur l'effet Garcia. Effectivement, l'effet Garcia, c'est comme l'effet Kiskoul, hein. Ça ne rate absolument jamais. Hein. C'est assez incroyable. Effectivement, en Italie, il y a aussi un bomber, comme disait Okutonujo, qui s'est réveillé. C'est Scamacca, qui a mis un superbe doublé avec l'Atalanta ce week-end, mais qui n'a pas été sélectionné par Spalletti, parce que Spalletti a besoin d'en voir un peu plus. Il ne peut pas se baser sur un seul match, ou en tous les cas peu de matchs qu'il a fait avec l'Atalanta. Moi, je veux bien le croire, parce que Scamacca, c'est quand même pas le roi de la régularité, et effectivement, je suis pas sûr que ça dure vraiment très longtemps. Pourquoi pas, je l'espère, pour lui, pour l'Italie et pour l'Atalanta, mais bon, j'attends de voir si effectivement pendant 2-3 mois il arrive à maintenir ce niveau de performance, parce que c'est vrai que c'est un super attaquant, mais il a toujours été un peu fantasque. Son expérience en Angleterre a pas été terrible. Sa carrière, son début de carrière à la Roma a été émaillé de 2-3 frasques assez bizarres avec son père. Bref, voilà. Scamacca, pour l'instant, ce n'est qu'un prospect qui n'a pas explosé. Donc on va voir si effectivement l'Atalanta est le bon club pour lui. Je pense que c'est mieux que la Roma, en tous les cas. Peut-être même que le Milan, parce que je pense qu'il aurait peut-être eu un petit peu trop de pression au Milan. Donc ouais. Bon, on verra. On verra. Bon, c'était Monza, c'est vrai. Monza qui avait fait un super championnat l'année dernière, et là, le début de saison, il est plus compliqué. Hein. C'est toujours compliqué de confirmer la deuxième saison dans l'élite, hein, peu importe le championnat. Quand on arrive, on peut faire un peu surprise, et ce qu'avait fait Monza. Mais là, c'est un petit peu plus complexe. Donc, on verra. On verra où est-ce que ça va se terminer. Enfin voilà, en tous les cas, Inter objectif deuxième étoile, et pourquoi pas une victoire en Coupe d'Europe, ou en tous les cas, pas être loin encore du titre en Coupe d'Europe, parce qu'à mon avis, il y a beaucoup d'équipes qui vont être surpris
par le niveau de l'Inter. Ils ont une défense incroyable. Ils ont un peu perdu dans les cages parce qu'il y a Sommer qui a remplacé Onana, et c'est quand même pas la même chose. Et puis voilà. Oui, ils ont perdu Il Cavaliere aussi, c'est pas facile. Et puis Il Cavaliere, ils savaient les motiver, surtout contre les grosses équipes. Hein. On se souvient des bus de filles. Donc voilà, on verra. Écoutez, on verra. Voilà un petit peu pour l'Italie. On va continuer gentiment avec la Bundesliga, et puis on va terminer tranquillou comme ça. C'est la fin du Leverkusen au Bayern, Leverkusen donc. Vous savez, Leverkusen, c'était le surnom qu'on donnait au Bayer Leverkusen qui ne gagnait jamais. Le dernier en date, c'était vraiment le perdant magnifique Ballack qui réussit à perdre la même année le championnat à la dernière minute, la finale de coupe, la finale de Ligue des Champions sur le but incroyable de Zizou et la finale de Coupe du Monde. Donc Ballack qui portait le numéro 13. Et enfin moi je sais pas, mais moi après Ballack, je pense que plus jamais personne ne devrait porter le numéro 13, mais bon. Voilà. J'ai appris d'ailleurs un truc assez marrant en parlant de numéro 13, c'est que le numéro 13 de l'Italie, entre guillemets, c'est pas le numéro 13, c'est le numéro 17. Donc voilà. Donc le numéro 13 que Nesta portait, pour Nesta, il avait strictement aucune signification. C'est le numéro 17 qui porte malheur en Italie, d'après ce qu'on m'a dit. Donc je le savais pas. Et j'avais toujours trouvé surprenant que Nesta porte le numéro 13. D'ailleurs, je suis toujours surpris à chaque fois qu'un joueur porte le numéro 13. Donc voilà, et encore plus depuis cette saison 2001-2002, où Ballack enchaîne absolument toutes les défaites en finale ou à la dernière journée des championnats qu'il pouvait faire. Il pouvait tout gagner et il perd absolument tout. Donc c'était assez compliqué. Donc voilà. Léao, il n'a pas eu de malheur avec le numéro 17. C'est vrai, mais il a pris quand même le numéro 10. Maintenant. donc quand même, c'est vrai. Mais parce que je pense qu'au Portugal, le numéro 17, ça veut rien dire. C'est plutôt le numéro 13, justement, à mon avis. Donc voilà. Okutonojo qui dit Leverkusen a une Europa et une Bundes quand même. Ouais, oui, non, mais c'est vrai, je suis d'accord. C'est pas Tottenham encore, hein, d'accord. Mais bon, c'est quand même un club en fait qui a énormément de moyens, qui est supporté par la multinationale de la pétrochimie même, hein, Bayer, qui investit énormément d'argent. Encore cette année, ils ont fait de très gros recrutements. Hein. Les Boniface, tout ça, à chaque fois, c'est 20 millions d'euros hein, qu'ils investissent. Donc, c'est quand même des gros recrutements. Parce que, je veux dire, il n'y a pas que les clubs de Première Ligue, le Paris Saint-Germain et l'Arabie Saoudite hein, sur le marché des transferts. Il y a aussi des clubs normaux pour qui 20 millions d'euros, c'est des gros transferts. Donc voilà, on prend le Milan, par exemple, qui a investi plus de 100 millions d'euros sur 7 transferts, tous à 20, 25 millions d'euros, 15, bref. Et vous voyez qu'ils arrivent à construire une équipe de très haut niveau. Donc quand vous faites des recrutements de 20 millions d'euros, c'est des grosses équipes que vous faites. En fait, c'est pas des petites équipes, normalement. Si tout se passe bien. Après, il y a le Paris Saint-Germain qui ne recrute pas en dessous de 60 millions d'euros. Bon. Bah voilà, c'est bien. Mais ça, c'est autre chose. Pipovici qui dit Leverkusen, j'ai peur qu'il perde Xavi Alonso en fin de saison pour le Real et ce soit déjà fini après. Ouais, alors c'est possible. Hein. Effectivement, je pense qu'il fait ses classes et probablement que le Real, quand Ancelotti va s'en aller pour la sélection brésilienne, probablement que la première personne à qui ils vont penser, c'est Xavi Alonso. Ça, c'est clair. Mais le Bayern aussi va peut-être penser à lui, c'est-à-dire qu'il a joué quand même longtemps au Bayern. En ce moment, il entraîne en Allemagne. Il est aussi, voilà, avec Thomas Tuchel, c'est pas non plus tout rose. Donc il y a aussi peut-être le Bayern. Et puis, il faut pas oublier le post-Klopp à Liverpool, parce que c'est pareil, hein, c'est quand même un joueur qui a laissé dans de très très grands clubs, des souvenirs impérissables, parce que très clairement, Xabi Alonso fait partie probablement des 10 meilleurs milieux de terrain du monde, de l'histoire du football, probablement. Enfin, je veux dire, c'était incroyable, Xabi Alonso. Hein. Donc voilà, et puis la classe qu'il a, que ce soit sur le terrain ou en dehors, c'est vraiment, vraiment magnifique.
Pipovici, j'ai regardé Bayern Munich, c'est pas ouf. Oui, effectivement, c'est pas ouf. Non, non, je confirme, c'est pas ouf du tout. Donc voilà, pour l'instant, toujours pas cette régularité. Le Bayern n'arrive pas à trouver son espèce de rythme de croisière. Voilà, on verra. Après, bon, il faut savoir jouer avec Harry Kane. Kane a été traîné un peu son âme en peine tout le match, effectivement. Donc voilà. Mais en tous les cas, le Bayern, bah, ils ont explosé, je crois que c'est Darmstadt, ils les ont déglingués, 5-1, si je ne m'abuse, et effectivement, en revanche, ça joue, mais super bien au football, de haut niveau, c'était vraiment impressionnant, et puis en plus, il y a un nombre de buts marqués par un nombre de joueurs différents, hein. Il y a Boniface, Palacios, un doublé de Boniface, Haussmann, Losec, etc. Bref, c'est vraiment très très bien. Et devinez ce qui se profile à l'horizon. C'est un petit peu comme en Italie, où après la trêve, il va y avoir un Inter Milan. Et bah là, après la trêve, il va y avoir un Bayer Leverkusen Bayern Munich. Donc voilà, on saura tout de suite si le Bayern Munich, si le Bayer Leverkusen va jouer le titre jusqu'au bout avec le Bayern Munich, ou bien si, bah, comme d'habitude, ils vont rentrer un petit peu dans le rang. Mais c'est un club qui a beaucoup de moyens, qui joue très bien au foot, qui a un super coach. Donc franchement, vraiment bien. Alonso au LFC en 2005, ouais, c'est pure magic. Oui, absolument, je suis d'accord avec toi. Et Pipovici qui nous dit Leipzig, par contre, c'est vraiment pas mal, secteur offensif, il y a du beau monde. Ouais, et puis Xavi Simons, vraiment, il s'est épanoui hein, en partant du Paris Saint-Germain. Ces 2 saisons en Hollande ont été extraordinaires. Et là, en fait, il arrive à Leipzig, il n'y a pas d'introduction. Hein. Le but qu'il met là, la frappe qu'il met dans la lucarne, sans contrôle à l'entrée de la surface de réparation, elle est extraordinaire. Enroulé, plat du pied, tranquille, magnifique. Franchement, Xavi Simons, ouais, on savait que c'était un espoir vraiment du foot de très haut niveau. Mais là, vraiment, son move en fait de carrière, alors je sais pas si on le doit au Paris Saint-Germain ou si on le doit à l'entourage de Xavi Simons, mais son move de carrière d'aller d'abord en Hollande, puis ensuite de partir finalement à Leipzig, mais tout en gardant un lien avec le Paris Saint-Germain, parce que je crois que le Paris Saint-Germain a soit une clause de rachat, soit il est en prêt, je me souviens plus, mais je crois que c'est une clause de rachat qui est vraiment très basse par rapport à ce que a payé le Bayern, le RB Leipzig. Donc non, franchement, très très bon. Voilà. En tous les cas, le Bayern Leverkusen pour l'instant, on verra à la fin de saison, mais va jouer le Bayern Munich, et c'est là où on saura vraiment ce qu'il en est. Et moi, j'aimerais beaucoup que Xabi Alonso puisse vraiment jouer le titre jusqu'à la fin de saison avec le Bayern Munich. Ce serait vraiment top pour la Bundesliga, qui est une 3e équipe, parce que très honnêtement, Dortmund, ils sont cassés. Là encore, ils menaient 2-0, ils se font reprendre 2-2 par... je connais même pas le nom de l'équipe, hein, parce que je crois que c'est leur première saison ever en Bundesliga, où j'exagère à peine, hein, je pense que c'est un truc dans le genre. Alors attendez, c'était hier, donc ils menaient 2-0, ils ont réussi à se faire reprendre. Ah non, c'était vendredi. C'était catastrophique, vraiment. Ah voilà. Heidenheim. Ah voilà, Heidenheim. Donc ils menaient 2-0 à la 15e minute et ils ont réussi à faire 2-2. Ce Borussia Dortmund est cassé, c'est totalement normal après ce qui leur est arrivé. Donc vraiment, voilà. OJCRM qui nous dit c'est un prêt sans option d'achat pour Simons au RB Leipzig. Ah voilà, oui, oui d'ailleurs il avait prolongé au Paris Saint-Germain avant de repartir au RB Leipzig, donc vraiment il veut s'imposer au Paris Saint-Germain, et là très clairement dans le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, il manque, parce que ils sont bien mignons les 3 petits milieux là, Ugarte qui court partout, et puis les 2 Charlots qui sont autour, mais c'est pas du très haut niveau. Je pense que, et puis surtout il n'y a pas de créativité, il y a que dalle. Donc je pense sincèrement que c'est pas fou, enfin je veux dire, ils sont pas nuls, mais très honnêtement ils sont pas très haut niveau. Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, c'est pas du tout un milieu de terrain d'une équipe qui joue la Ligue des Champions. Ça fait, je sais pas, enfin très honnêtement, hein, depuis 2012, depuis que le Qatar a acheté le Paris Saint-Germain, si on se refait toutes les équipes qui ont gagné la Ligue des Champions, elles avaient toujours, sans exception aucune, le meilleur milieu de terrain de la compétition. D'accord ? Pas le joueur, mais je parle l'alliage. D'accord ? Le meilleur milieu de terrain de la compétition, c'est toujours ceux qui gagnent.
Le Paris Saint-Germain a investi en permanence sur des attaquants. Donc je sais pas, hein, moi je dis pas que vous et moi on est des génies du football, hein, mais je veux dire, ils regardent pas la télé. Honnêtement, ils regardent pas le football de haut niveau. C'est pas possible au Paris Saint-Germain qu'ils regardent le football de haut niveau. Et encore cette année, ils achètent Dembélé, Kolo Muani, tout ce que tu veux, et ils t'achètent un gars qui coûte 60 millions, Ugarte, qui est plutôt pas mal, qui en tous les cas a beaucoup de dépenses d'énergie, mais à côté de ça, ils laissent 2 charlots au Paris Saint-Germain au milieu de terrain. Et d'ailleurs, effectivement, alors attends, là je suis en train de voir, mais au JCRM, le PSG, chaque année on cherche le nouveau Thiago Motta. Bah, le meilleur Paris Saint-Germain depuis le début de l'ère Qatari, c'était quand même quand il y avait Matuidi, Motta et un Verratti qui était entouré par 2 milieux de terrain qui étaient matures. On est bien d'accord. Enfin, je sais pas, hein, je suis peut-être le seul à avoir vu ça, mais c'est vraiment ça, en fait. C'est-à-dire que quand il y avait Thiago Motta et Matuidi avec Verratti, là, c'était vraiment du très haut niveau, le Paris Saint-Germain. Alors, en plus, devant, ils avaient Cavani, Ibrahimovic et puis Ezequiel Lavezzi, par exemple. Et puis derrière, ils avaient un Thiago Silva au top, un Marquinhos pleine bourre, et puis 2 latéraux dont on se fout absolument. À l'époque, les latéraux n'avaient pas l'importance de l'époque, de maintenant, par exemple. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que les équipes qui gagnent la Ligue des Champions, c'est ceux qui ont le meilleur milieu de terrain. Il faut pas chercher, c'est comme ça. Et Paris continue à... Oui, ils avaient Kurzawa et à droite, ils avaient Jallet même à un moment donné. Mais voilà, on s'en fout de ça. Le truc, en fait, c'est que et ils continuent à truc. Mais Xavi Simons, dans le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, franchement, cette année, il aurait vraiment fait des différences. Parce que lui, en revanche, la créativité et du sens de la passe, il l'a. Hein. Là, à un moment donné, il fait une passe décisive pour l'attaquant. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est encore que cet attaquant du RB Leipzig? Est-ce que je suis le seul à avoir découvert un nouveau Erling Haaland ou alors est-ce que je sais pas, vous aussi vous vous êtes dit mais c'est qui ce gars? Parce que honnêtement, moi, alors je le connaissais pas, je suis vraiment désolé, peut-être que j'ai raté quelque chose, je sais pas, voilà, je fais mon mea culpa si c'est le cas, peut-être que vous le connaissiez, mais moi hier j'ai découvert un gars qui probablement va tout casser dans les prochaines années. Parce que Sesco, je vous le dis clairement, c'est probablement un joueur qui, enfin en tous les cas, moi ce qui m'a montré hier dans le match, c'était, oui, Pipovici qui parle de Sesco, absolument. Sesco, moi, mais vraiment, il m'a impressionné et je me suis dit, ah ouais, ce gars-là, donc non seulement il fait 2 mètres, en plus il a un toucher de balle incroyable, il a un jeu de tête de ouf, il sait marcher, il sait absolument dribbler, temporiser, enrouler des ballons, etc. C'est voilà, à Football Manager, c'est une pépite et ils se sont pas trompés, mais grave, absolument. Mais Pipovici, je te promets, Sesco, j'annonce, hein, c'est une future star de l'attaque, hein, s'il se blesse pas, parce que c'est vrai qu'il est très grand, donc et il a pas une masse musculaire de ouf, donc je sais pas, mais hier je l'ai vu toucher la balle. Vous voyez, bah en fait c'est pareil que bah, je sais plus, c'était jeudi où je parlais de quelqu'un, d'un joueur où quand il touche la balle, tu te dis ouais vraiment lui il va tout casser, et j'avais dit bah lui en l'occurrence on sait qu'il va pas tout casser, c'est clair. Et bah Sesco, tu sais qu'il va tout casser, c'est sûr et certain. Ah oui, Sesco, ben il vient du RB Salzbourg. Bah oui, j'annonce, c'est le nouveau Erling Haaland. Hein. C'est impressionnant et même beaucoup plus technique qu'Erling Haaland. Alors il est beaucoup moins puissant aussi, hein, bien entendu. Il n'a pas la même masse musculaire, le même volume musculaire. Mais en revanche, au niveau toucher de balle, il a 2 Erling Haaland dans les 2 jambes. Hein. C'est incroyable ce qu'il fait. La déviation qu'il fait, je crois que c'est pour Xavi Simons. Non, c'est pas pour Simons, mais bon, peu importe. À un moment, il fait il marque un but, c'est lui qui marque d'ailleurs. Il fait une talonnade dans la course pour je sais pas qui lui remet en l'air et il met une tête à la Van Persie. Non, franchement, impressionnant. Vraiment, alors peut-être pas à l'entrée de la surface, hein, il la met dans la surface, mais il lobe le gardien avec une tête incroyable. Donc voilà, son premier but est incroyable aussi sur une place de Xavi Simons, et c'est d'ailleurs pour ça que je vous dis que Xavi Simons, il aurait vraiment pas fait tâche dans le milieu du Paris Saint-Germain. Donc voilà. Mais bon.
Octonujo qui avait dit BVB, ils savent pas gérer le résultat, ils se font souvent remonter. Non, là, c'est même pas souvent, c'est en permanence. Et le Qatar, il gère le PSG comme un MPG. Ouais, mais alors, un MPG du pauvre. Hein. Donc, oui, c'est-à-dire que effectivement, il ne compte que les buts. Donc, voilà. Bref. Enfin, voilà. Écoutez, je vous propose que à la mi-saison, on refasse un petit point Sesco. Comme ça, on verra où est-ce qu'il en est. Mais je pense sincèrement que ça va être une espèce de surprise assez incroyable. Et d'ailleurs, le RB Leipzig peut-être être le 3e larron de la Bundesliga. Et ça ferait vraiment du bien d'avoir une lutte à 3 pour la Bundesliga. Ça fait très très longtemps que c'est pas arrivé. D'avoir 3 clubs qui jouent bien au foot, alors, en l'occurrence 2, parce que le Bayern c'est pas terrible, mais 2 clubs qui jouent bien au foot et qui viennent titiller l'ogre bavarois. Sesco, ça sent une offre de Chelsea. Ouais, probablement. Bientôt, Haaland versus Sesco, d'ailleurs. Ouais, absolument. Bah, justement, je pense que la Ligue des Champions et on est bien d'accord. On est les premiers ici à Buenos Aires Calcio à en avoir parlé, hein, d'accord. Mais je pense que Sesco, en Ligue des Champions, il va tout casser et tout le monde va s'apercevoir que c'est un joueur de malade. Un petit peu comme Erling Haaland et ses triplés, à un moment donné, il marquait que des triplés quand il a fait ses premiers matchs en Ligue des Champions, là, avec le RB Salzbourg. Il enchaînait les triplés, je sais pas si vous vous souvenez. Tout le monde le découvrait comme ça. Bah, Sesco, je pense que ça va être à peu près la même chose. Alors, ce que je suis là où je suis un petit peu en train d'halluciner, c'est que pour l'instant, il est même pas titulaire, mais je pense que soit Poulsen, mais probablement Poulsen, soit Openda, c'est clair que s'ils mettent Openda, Sesco, je pense que c'est l'alliage parfait, en fait. Donc je pense que Poulsen, il va très très vite aller sur le banc, parce que Sesco Openda, je pense que ça peut être une des attaques les plus violentes de Bundesliga, voire même d'Europe. Donc voilà. Non, après, il faut qu'Openda fasse son trou, quoi. Sesco, il sait ce qu'il vaut. Ouais, bravo. Très 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 beau jeu de mots. Donc voilà. Bon, écoutez, ça a été encore un plaisir de discuter foot avec vous, de vous donner mon avis, et puis de recevoir le vôtre sur ces 3 topics. Jeudi, il n'y aura pas de Buenos Aires Calcio. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe, donc on va pas faire de Buenos Aires Calcio jeudi. En revanche, on va se retrouver on va se retrouver lundi prochain. Il y aura pas eu de championnat, mais bon, on va trouver une petite analyse, un petit avis, un focus sur un joueur, un truc comme ça à partager ensemble. Et puis voilà, ok. Donc écoutez, ça a été un plaisir. Je vous souhaite une excellente soirée. Déjà les équipes nationales, les équipes nationales, ça saoule. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, JCRM. Absolument. Je ne parle pas des équipes nationales, ça me saoule de ouf. Surtout c'est des matchs en bois à chaque fois. Bref. On parlera France All Black. Ouais, allez, franchement, je préfère parler du match d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby que des matchs de l'équipe, des matchs des équipes nationales de qualificatifs pour l'Euro. C'est super relou. Donc voilà. Ouais, pourquoi pas, on parlera France All Black avec grand plaisir. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine. Et puis, je vous dis à lundi prochain. Si vous avez des sujets à aborder, que vous voulez aborder lundi prochain, autre que France All Black, parce que ça y est, déjà, c'est validé. mais n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux de Buenos Aires Calcio, sur X ou sur Instagram. Et puis n'oubliez pas, si ça vous plaît, si vous aimez Buenos Aires Calcio, n'hésitez pas à le diffuser, soit la version podcast sur toutes les plateformes de streaming audio, soit la version vidéo sur la chaîne YouTube de Buenos Aires Calcio. Voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. Merci encore pour votre fidélité. Et puis, n'oubliez pas, ciao ragazzi, ciao ciao.